Il fait encore nuit sur la plaine. Sur des milliers de tiges immobiles, des têtes lourdes comme des assiettes d'or attendent, toutes tournées vers le même point de l'horizon obscur, là où rien ne brille encore. Puis une première lueur pâle monte à l'est, et au même instant, sans un bruit, sans un muscle, la plaine entière frémit et se penche vers la lumière naissante. Des millions de visages végétaux qui saluent un soleil qui n'est pas encore levé. Voici l'énigme de tout ce film. Comment une plante sans cerveau, sans nerfs et sans muscles peut-elle savoir où le soleil va se lever avant même qu'il se lève, guidée par une horloge intérieure qui continue de battre dans le noir complet? Bonjour, ici Augustin Delacroix, et vous regardez le règne silencieux. Notre héros du jour est le tournesol. Derrière la carte postale se cache une machine vivante d'une précision troublante. Fragile comme une herbe, mais capable de mouvements que la science n'a percés que très récemment. Vous allez découvrir comment ce visage doré est devenu ce qu'il est. L'aube gagne enfin la plaine, et le spectacle qui se déploie n'a pas d'équivalent dans le monde végétal. Le disque solaire se dégage à peine des collines, et déjà, aussi loin que porte le regard, un océan de têtes dorées s'est orienté vers lui. Elles sont toutes penchées dans la même direction, avec la même inclinaison, comme une foule immense figée dans un même geste d'adoration. Aucune ne tremble de sa propre initiative. Aucune ne suit un ordre venu d'ailleurs, et pourtant, elles bougent ensemble, avec une discipline que l'on croirait répétée. Un promeneur qui traverserait ce champ à l'aurore aurait l'étrange sensation d'être observé par des milliers d'yeux tièdes et patients. Ce n'est pas une image poétique gratuite. Quelque chose, dans cette plante, cherche activement la lumière, jour après jour, avec une constance qui déroute. Regardez maintenant une seule de ces têtes de plus près. Elle est plus large qu'une main ouverte, parfois plus large qu'une assiette, et dans les variétés les plus imposantes, elle atteint le diamètre d'une petite table. Elle se dresse au sommet d'une tige verte, épaisse, rugueuse au toucher, qui monte souvent plus haut qu'un homme. À la base de cette tige, invisible, un système de racines s'enfonce d'1,5 m, parfois 2 mètres, dans la terre, ancrant le géant contre le vent. Tout, dans cette architecture, semble conçu pour porter le plus haut possible cette couronne d'or et l'exposer sans relâche au ciel. On dirait un candélabre vivant, dressé pour capter la moindre étincelle de soleil. Voici pourtant le premier renversement de ce film, celui par lequel il faut commencer, car il change tout ce que vous croyez voir. Ce que vous appelez, ce que nous appelons tous depuis l'enfance la fleur du tournesol, n'est pas une fleur. Ce grand disque doré, si évident, si familier, est un mensonge magnifique offert à notre regard. Il ne s'agit pas d'un organe unique, mais d'une foule, d'une colonie, d'une véritable ville de fleurs minuscules, serrées les unes contre les autres avec une précision d'horloger, et si parfaitement rangées que, de loin, elles se lisent comme un seul et grand visage. Les botanistes ont un nom pour cette illusion. Ils appellent cet assemblage un capitule. Et à l'intérieur de ce capitule, ce ne sont pas des centaines, mais parfois des milliers de fleurs véritables qui cohabitent. Prenez le temps de mesurer ce que cela signifie. Les pétales jaunes qui rayonnent tout autour du disque, ces langues éclatantes que l'on cueille pour les effeuiller, ne sont pas les pétales d'une fleur unique. Chacune de ces langues est, à elle seule, une fleur entière, dont les pétales se sont soudés en un seul ruban. Elles sont là pour une raison précise, et nous y reviendrons longuement. Quant au cœur sombre du disque, cette large surface brune, où l'on croit voir de simples graines en formation, il est en réalité peuplé de centaines de fleurs distinctes, chacune minuscule, chacune vivante, chacune promise à un destin singulier. Une seule tête de tournesol, ce n'est pas un individu, c'est une multitude. Ce basculement du regard est le fil sur lequel tout le reste va se tendre. Car si ce n'est pas une fleur, mais une foule, alors chaque question devient plus vertigineuse. Comment cette foule s'organise-t-elle? Qui la nourrit? Qui décide de l'ordre dans lequel ces milliers de petites vies s'ouvriront? Et surtout, comment cette assemblée sans chef, sans plan écrit, sans la moindre intelligence au sens où nous l'entendons, parvient-elle à accomplir chaque matin ce geste unanime vers le levant? Il faut ici dire un mot du nom même de la plante, car il porte en lui l'observation qui a fasciné tous les peuples.
Dans presque toutes les langues, ce nom raconte la même histoire. En français, tournesol vient de deux mots, limpide, tourner, et soleil, la plante qui tourne avec le soleil. L'italien dit girasole, l'espagnol girasol. L'allemand parle de la fleur du soleil, et le mot savant venu du grec ancien assemble tout simplement le mot soleil et le mot fleur. Aux quatre coins du monde, des peuples qui ne se connaissaient pas ont regardé cette plante, ont vu la même chose et lui ont donné le même nom. C'est d'une rareté saisissante. Le nom d'un être vivant qui, partout sur la Terre, raconte exactement le même geste observé par des yeux humains. Cela seul devrait nous alerter. Ce comportement est si frappant qu'aucune culture n'a pu l'ignorer. Et ce geste, justement, est bien réel. Ce n'est pas une légende de jardinier. Le jeune tournesol, tant qu'il grandit, suit véritablement la course du soleil dans le ciel. Le matin, son sommet est tourné vers l'est, vers le point où l'astre se lève. Au fil des heures, sa tête pivote lentement pour accompagner la lumière, et, le soir venu, elle fait face à l'ouest, là où le soleil se couche. On pourrait croire l'affaire entendue, une plante paresseuse qui suit le jour. Mais c'est la nuit que se cache le prodige. Car pendant l'obscurité, alors que rien ne brille, alors qu'aucune lumière ne pourrait le guider, le tournesol se retourne. Doucement, en quelques heures, il ramène son sommet vers l'est, et à l'aube, il est déjà prêt, orienté, tourné vers le point exact où le soleil va reparaître. Il a fait le chemin inverse dans le noir. Il s'est préparé à un lever qui n'a pas encore eu lieu. Voilà le cœur de l'énigme que ce film s'est promis de résoudre. Une plante dépourvue de cerveau, de nerfs, de muscles, de tout ce que nous associons à la volonté et à la mémoire, exécute chaque nuit une manœuvre d'anticipation. Elle prévoit. Elle se positionne à l'avance. Elle semble savoir où le soleil se lèvera avant qu'il se lève. Comment un simple assemblage de cellules végétales peut-il contenir quelque chose qui ressemble à une horloge, à une attente, à une mémoire du levant? Il faudra, pour le comprendre, descendre au plus profond de la tige, jusque dans le rythme secret des cellules. Nous le ferons, patiemment. Et la réponse est plus étrange encore que la question. Mais avant de comprendre comment cette plante bouge, il faut comprendre de quoi elle est faite. Il faut ouvrir cette foule dorée et compter ses habitants. Car ce disque parfait, cette multitude si bien rangée, cache en son centre un ordre d'une rigueur mathématique presque inquiétante. Un motif que l'on retrouve, identique, dans les pommes de pin, les coquillages et les galaxies, et que le tournesol, lui, dessine à la perfection sans avoir jamais rien calculé. Prenez un couteau et tranchez une tête de tournesol en deux, du bord jusqu'au cœur. Ce que vous découvrez alors ne ressemble plus du tout à une fleur. Sous la surface dorée, dans l'épaisseur du disque, s'étage une architecture dense, humide, cloisonnée, où des centaines de petites structures sont emboîtées les unes contre les autres, comme les alvéoles d'une ruche. Rien n'est laissé au hasard. Chaque logette a sa place, sa taille, son tour de parole. On croyait ouvrir une fleur, on ouvre une cité entière, avec ses quartiers, ses habitants et ses règles. Et si l'on approche encore, si l'on isole une seule de ces logettes minuscules, on comprend qu'elle n'est pas un fragment de fleur. Elle est une fleur à part entière, complète, avec ses organes, sa vie et sa fin propre. C'est ici que le mensonge magnifique du tournesol se révèle dans toute son ampleur. Ce visage doré n'est pas un individu qui porte des pétales, c'est un masque tendu sur une multitude. Et pour comprendre cette multitude, il faut distinguer ces deux peuples, car le tournesol abrite deux sortes de fleurs radicalement différentes, qui ne se ressemblent en rien et ne font pas le même métier. Le premier peuple, ce sont les fleurs de la couronne, celles que l'on voit de loin. Chacune de ces langues jaunes vifs qui rayonnent autour du disque est une fleur entière, dont tous les pétales se sont soudés en un seul ruban éclatant. On les appelle les fleurs ligulées, du mot qui désigne une petite langue. Elles sont splendides, elles sont voyantes, et pourtant elles sont stériles. Elles ne donneront jamais de graines. Leur rôle n'est pas de produire, mais de séduire.
Elles forment une enseigne lumineuse, un panneau publicitaire végétal dont l'unique fonction est d'être vu de très loin par un insecte volant. Le jaune éclatant du tournesol n'est pas une coquetterie. C'est un appel, calibré par l'évolution pour crier, dans le langage des couleurs que perçoivent les abeilles, une seule phrase. Ici, il y a de la nourriture. Le second peuple occupe le centre. Ce sont les fleurs sombres du disque, celles que nous prenions pour de simples graines. On les appelle les fleurs tubulées, car chacune est faite de 5 pétales minuscules soudés en un tube étroit. Elles sont discrètes, presque invisibles une à une, et ce sont pourtant elles, les véritables ouvrières. Ce sont elles qui portent les organes de reproduction, elles qui reçoivent le pollen, elles qui, une fois fécondées, se transforment. Et voici le fait qui, à lui seul, renverse notre regard d'enfant sur cette plante. Chaque graine que vous croquerez plus tard n'est pas simplement produite par une fleur, elle est une fleur. Chaque petite amande rayée que l'on décortique fut, quelques semaines plus tôt, une fleur vivante, ouverte, visitée par une abeille. Une grande tête peut en aligner 1000, parfois près de 2000. Cela veut dire que dans une seule tête de tournesol se sont épanouies, puis éteintes, jusqu'à 2000 fleurs distinctes. Nous n'avons jamais mangé des graines, nous avons toujours mangé des fleurs. Cette révélation appelle aussitôt une question dérangeante. Si le cœur du disque est peuplé de centaines, voire de milliers de fleurs séparées, alors qui les range? Car elles ne sont pas jetées en vrac, elles ne s'entassent pas au hasard comme des grains dans un sac. Regardez le centre d'un capitule mûr, et vous verrez que ces fleurs, puis les graines qui en naissent, sont disposées selon des courbes régulières, des spirales qui s'enroulent dans 2 sens à la fois, avec une netteté qui semble tracée à la règle et au compas. Comment une foule sans architecte, sans plan, sans la moindre cellule capable de compter, parvient-elle à cet ordre parfait? Nous tenons là un mystère que nous laisserons ouvert encore un moment, car il mérite qu'on lui consacre tout un chapitre. Descendons d'abord le long de la plante, pour comprendre ce qui soutient cette cité aérienne. Car une ville de 2000 fleurs perchée à 2 mètres du sol, cela pèse lourd, et rien de tout cela ne tiendrait sans le reste de l'édifice. Sous la terre, d'abord, s'étend l'encre. La racine principale du tournesol plonge droit vers le bas, verticale, opiniâtre, s'enfonçant d'1,5 mètre, parfois 2 mètres, à la recherche de l'eau que les plantes voisines, aux racines superficielles, ne pourront jamais atteindre. C'est ce pieu profond qui explique 2 choses à la fois. La stabilité du géant, qui résiste au vent malgré sa tête lourde, et sa résistance remarquable à la sécheresse, car il boit là où les autres n'ont plus rien à boire. Au-dessus du sol s'élève la colonne. La tige du tournesol est épaisse, droite, couverte de poils raides qui la rendent rugueuse au toucher. À l'intérieur, elle n'est pas pleine comme un tronc, mais remplie d'une moelle légère et spongieuse. C'est là un compromis d'ingénieur d'une grande élégance. Cette structure creuse et allégée rend la tige à la fois solide et peu coûteuse à construire, capable de monter très haut sans s'effondrer sous son propre poids. Épaisse à la base, elle s'affine vers le sommet, exactement comme le ferait un mât conçu pour porter une lourde charge, tout en restant souple face aux bourrasques. Sur cette colonne se déploient les capteurs. Les feuilles du tournesol sont grandes, en forme de cœur, dentées sur les bords, rugueuses elles aussi. Ce sont d'immenses panneaux verts, et plus leur surface est vaste, plus elles interceptent de lumière. Mais leur disposition est plus rusée encore que leur taille. Elles s'insèrent sur la tige selon un arrangement en spirale, décalées les unes par rapport aux autres, de sorte que les feuilles du haut ne fassent presque jamais d'ombre à celles du bas. Chaque feuille reçoit ainsi sa part de soleil, sans voler celle de sa voisine. Tout, dans cette plante, de la racine qui boit en profondeur jusqu'à cet agencement des feuilles, obéit à une seule et même obsession: capter le maximum de lumière et le transformer en croissance. Reste enfin à replacer le tournesol dans sa famille, car son secret n'est pas le sien seul. Cette idée d'un faux visage composé d'une foule de vraies fleurs, il la partage avec une immense parenté. La marguerite que l'on effeuille, le pissenlit qui pousse dans les trottoirs, l'astère, la camomille, le chardon et même la laitue de nos assiettes appartiennent à la même grande famille. Tous sont bâtis sur le même principe. Ce que nous prenons pour une fleur est un capitule, une assemblée de petites fleurs. La prochaine fois que vous verrez une modeste marguerite au bord d'un chemin,
Souvenez-vous qu'elle est construite exactement comme le tournesol. Simplement, le tournesol est l'ambassadeur le plus grand, le plus doré, le plus spectaculaire de cette idée que la nature a répétée des milliers de fois. Nous savons désormais de quoi cette plante est faite. Une foule de fleurs, portée par une colonne, ancrée par un pieu, tournée vers le ciel. Mais nous avons laissé une question en suspens, et c'est peut-être la plus troublante de toutes. Ces centaines de fleurs au centre du disque ne sont pas rangées au hasard. Elles obéissent à un ordre si rigoureux, si mathématiquement exact, qu'il a longtemps semblé incroyable qu'une plante puisse le produire seule. Cet ordre porte un nom. Il se compte en nombres précis, et on le retrouve identique dans les pommes de pin, les ananas et l'enroulement des coquillages. Une plante qui ne sait pas compter dessine pourtant, en son cœur, l'une des plus belles équations du monde vivant. Approchez votre œil du centre d'une tête de tournesol mûr, si près que le reste du monde disparaît, et laissez le motif vous saisir. Les graines ne sont pas alignées en rang, ni disposées en cercle concentrique, ni jetées pêle-mêle. Elles s'enroulent. Elles dessinent des courbes qui partent du centre et s'élargissent vers le bord en tournoyant, et plus vous regardez, plus ces courbes se multiplient sous vos yeux. Fixez-en une qui tourne vers la droite, suivez-la. Et soudain vous en apercevez une autre qui file vers la gauche, qui croise la première, puis une troisième, une dixième, jusqu'à ce que le disque entier se mette à tourbillonner dans deux directions opposées en même temps. On dirait un vertige figé, une galaxie de graines arrêtée en plein mouvement. Et l'on éprouve à cet instant une sensation étrange, celle d'être devant quelque chose de trop parfait pour être le fruit du hasard. Cette intuition est juste. Il n'y a ici aucun hasard, il y a une loi, et cette loi se compte. Comptez les spirales qui tournent dans un sens, puis celles qui tournent dans l'autre. Faites-le sur une petite tête, puis sur une grande. Vous obtiendrez toujours deux nombres voisins, et ces nombres ne sont jamais quelconques. Sur une tête modeste, vous trouverez peut-être 34 spirales dans un sens et 55 dans l'autre. Sur une tête plus grande, 55 et 89. Et sur les capitules les plus vastes, 89 d'un côté, 144 de l'autre. Ces nombres semblent tomber du ciel, et pourtant ils appartiennent tous à une seule et même série, l'une des plus célèbres des mathématiques. Cette série se construit selon une règle enfantine. On part de 1 et de 1. On les additionne, cela fait 2. On additionne les deux derniers, 1 et 2, cela fait 3. Puis 2 et 3 font 5. 3 et 5 font 8. 5 et 8 font 13. Et l'on continue ainsi, chaque nombre étant toujours la somme des deux qui le précèdent. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20 et 1, 34, 55, 89, 144. Vous les reconnaissez? Ce sont exactement les nombres que dessinent les spirales du tournesol. La plante, sans le savoir, sans posséder le moindre outil de calcul, range ses graines selon une suite de nombres que les mathématiciens étudient depuis des siècles. Nous voici devant le paradoxe le plus troublant de ce film jusqu'à présent. Une plante ne pense pas. Une plante ne compte pas. Elle n'a ni mémoire des nombres, ni intention, ni plan. Comment une chose dépourvue d'esprit peut-elle produire, en son cœur, l'une des structures numériques les plus régulières de la nature? Comment ces graines savent-elles où se placer pour former, à elles toutes, une équation vivante? Voilà le mystère que nous devons percer avant d'aller plus loin, car sa solution est d'une simplicité qui coupe le souffle. La réponse ne se trouve pas dans les nombres eux-mêmes, mais dans un angle. Un seul. Il faut, pour le comprendre, remonter à l'instant où le capitule se forme. Au tout début, le centre de la future tête n'est qu'un minuscule dôme de tissu vivant, et c'est là, en son cœur, que naissent les uns après les autres les ébauches des fleurs, ces germes qui deviendront les graines. Ils apparaissent au centre, puis sont lentement repoussés vers l'extérieur à mesure que d'autres naissent derrière eux. Tout se joue dans la manière dont chaque nouveau germe se place par rapport au précédent. Et la nature a trouvé une règle unique, appliquée sans relâche. Chaque nouvel élément apparaît en ayant tourné, par rapport à celui d'avant,
d'un angle toujours identique. Cet angle vaut environ 137 degrés et demi. On l'appelle l'angle d'or. Pourquoi cet angle précis et pas un autre? Parce qu'il est, au sens mathématique le plus strict, le plus irrégulier de tous les angles possibles. Imaginez que la plante ait choisi un angle qui retombe juste, un demi-tour ou un tiers de tour. Les germes se seraient alignés en quelques rayons bien nets, laissant entre eux d'immenses espaces vides et gaspillés. Mais l'angle d'or ne retombe jamais sur lui-même. Tourné d'un cran, puis d'un autre, puis de 1000 autres, et jamais deux graines ne se retrouvent alignées, jamais un rayon vide ne se creuse. Chaque nouvelle graine se glisse dans le plus grand espace encore libre, comble le vide le plus béant et se cale au plus près de ses voisines. Le résultat est un remplissage d'une densité maximale, sans trou et sans bousculade. Le tournesol résout, par ce simple geste répété, l'un des problèmes les plus ardus qui soient. Comment ranger le plus grand nombre d'objets sur la plus petite surface possible? Et les spirales dans tout cela, les fameux nombres de la série, elles ne sont pas la cause, elles sont la conséquence. Personne ne les a dessinées, elles surgissent d'elles-mêmes, inévitablement, dès lors que l'on répète l'angle d'or germe après germe. L'œil humain, cherchant du sens dans ce fourmillement, y accroche des courbes, et ces courbes, quand on les compte, livrent toujours les nombres de la suite. La beauté n'était pas le but, elle est le sous-produit de l'efficacité. Le tournesol ne cherchait pas à être beau ni à réciter des mathématiques, il cherchait seulement à loger le plus de graines possible. Et de cette contrainte brutale est née une élégance qui fascine les savants depuis des générations. Ce qui est plus vertigineux encore, c'est que le tournesol n'est pas seul à connaître ce secret. Le même angle, la même suite, les mêmes spirales gouvernent la disposition des écailles sur une pomme de pin, l'arrangement des losanges à la surface d'un ananas, l'enroulement de certaines coquilles, la répartition des pétales et des feuilles chez d'innombrables plantes. La nature, encore et encore, sans concertation, retombe sur la même solution, parce que c'est tout simplement la meilleure. Le tournesol n'a rien inventé. Il applique, à sa manière la plus spectaculaire, une règle universelle inscrite au plus profond de la croissance des êtres vivants. Il faut ici, un instant, mesurer ce que cela nous apprend, car cela nous ramène au grand mystère promis dès la première minute. Le tournesol produit un ordre mathématique parfait sans rien calculer, simplement en obéissant, cellule après cellule, à une règle de croissance aveugle. Aucune intention, aucun esprit, aucune décision, rien qu'un mécanisme répété avec une fidélité implacable, dont jaillit ce qui ressemble à de l'intelligence. Retenez bien cette idée, car elle est la clé de tout. Le même genre de mécanisme aveugle, le même jeu de croissance inégale et têtue, gouverne aussi le geste le plus fameux de cette plante, cette poursuite du soleil qui semble trahir une volonté, une attente, presque une mémoire. Car si un tournesol peut résoudre une équation sans jamais compter, alors peut-être peut-il aussi suivre le soleil, et même l'attendre dans le noir, sans jamais rien savoir du soleil. Et cette pensée, aussi rassurante qu'elle paraisse, ne fait que rendre l'énigme plus profonde. Comment cette croissance aveugle sait-elle, chaque nuit, dans quelle direction ramener la tête? Il est temps de suivre le tournesol tout au long d'une seule journée, de l'aube au crépuscule, puis dans l'obscurité, et de le prendre, enfin, en flagrant délit de mouvement. Installons une caméra devant un jeune tournesol et ne la quittons plus des yeux pendant 24 heures. À la première lueur, la tête est déjà là, tournée vers l'est, offerte au soleil qui monte. Rien ne bouge, en apparence. Mais laissez filer les heures, accélérez le temps, et le prodige se dévoile. Millimètre après millimètre, la tête bascule. Elle suit le disque lumineux dans sa lente traversée du ciel, sans jamais le lâcher, du matin où elle regardait le levant jusqu'au soir où elle fait face au couchant. Le mouvement est trop lent pour l'œil nu, mais il est bien réel, continu, patient. Une plante, sans un muscle, vient de parcourir avec sa tête tout l'arc du soleil. Puis vient la nuit, et c'est là que la caméra capte l'impossible. Dans l'obscurité totale, alors que plus rien ne brille, la tête, restée tournée vers l'ouest, se met à revenir. Doucement, en silence, elle refait le chemin à l'envers.
Et quand l'aube revient, elle a terminé son voyage nocturne. Elle regarde de nouveau l'est, prête, orientée, alignée sur un soleil qui n'a pas encore paru. La plante s'est retournée dans le noir. Elle s'est préparée à un lever qu'aucune lumière ne pouvait lui annoncer. Ce balai quotidien porte un nom, l'héliotropisme, littéralement le mouvement vers le soleil. C'est l'un des comportements les plus célèbres du monde végétal, et longtemps il fut à la frontière du mythe, cette rumeur de jardinier que l'on répétait sans y croire tout à fait. La science a fini par le confirmer, et par le rendre plus stupéfiant encore que la légende. Oui, le jeune tournesol suit le soleil. Oui, il se retourne la nuit. Mais le comment de ce mouvement est peut-être plus surprenant que le mouvement lui-même. Car posons la question qui dérange. Une plante n'a pas de muscles. Elle n'a rien qui puisse se contracter, tirer, pousser, faire pivoter une charge. Alors, qu'est-ce qui fait tourner cette tête lourde comme une assiette, d'est en ouest le jour, d'ouest en est la nuit? Il n'existe dans toute la plante aucun organe capable du moindre effort mécanique, au sens où nous n'entendons. Et pourtant la tête tourne, jour après jour, avec une régularité de métronome. Voilà le mystère qu'il nous faut résoudre, et sa solution nous ramène tout droit au cœur de ce film. La réponse tient dans un mot que nous avons déjà rencontré, la croissance. Le tournesol ne tourne pas sa tête, il fait grandir sa tige de travers. Sous la tête, la partie haute de la tige n'est pas une colonne inerte, c'est une zone vivante, en pleine croissance, dont les deux côtés peuvent s'allonger à des vitesses différentes. Pendant la journée, c'est le côté est de la tige qui s'étire le plus vite, qui pousse plus fort, plus haut. Un côté qui s'allonge davantage que l'autre, et la tige entière s'incline du côté opposé. La tête bascule vers l'ouest, accompagnant le soleil. La nuit, le mécanisme s'inverse. C'est le côté ouest qui prend son tour et s'allonge à son tour, redressant la tige vers l'est, ramenant la tête vers le levant. La plante ne pivote pas comme une girouette, elle se déforme en grandissant, un flanc après l'autre, et de cette croissance déséquilibrée naît le mouvement. C'est ici que se referme, en partie, l'énigme posée dès la première image de ce film. Rappelez-vous le paradoxe des graines. Un ordre mathématique parfait naît sans le moindre calcul, du seul jeu d'une croissance répétée. Le mouvement vers le soleil est né de la même magie aveugle. Il n'y a, dans la tête du tournesol, aucune volonté de suivre l'astre, pas plus qu'il n'y avait, dans son cœur, l'intention de dessiner des spirales. Il n'y a qu'une croissance qui s'emballe d'un côté, puis de l'autre. La plante ne poursuit pas le soleil comme un animal poursuit une proie. Elle grandit, simplement, tantôt à droite, tantôt à gauche, et de ce déséquilibre patient jaillit ce qui ressemble à une poursuite. Mais nous n'avons pas tout résolu. Il reste le prodige nocturne, et c'est le plus profond de tous. Que le côté est de la tige pousse le jour, on peut l'imaginer. Le soleil est là, la lumière frappe, elle pourrait guider la croissance. Mais la nuit, dans le noir complet, sans le moindre rayon, qu'est-ce qui commande au côté ouest de s'allonger à son tour? Qu'est-ce qui décide de renverser le mécanisme exactement au bon moment pour que la tête ait fini de revenir juste avant l'aube? Une simple réaction à la lumière ne peut pas l'expliquer, puisqu'il n'y a plus de lumière. Les chercheurs ont mené une expérience décisive. Ils ont placé des tournesols dans une lumière constante, artificielle, sans jour ni nuit, sans le moindre indice du dehors. Et les plantes, pendant un temps, ont continué. Elles ont continué à balancer leur tête au rythme habituel, comme si elles suivaient encore un soleil qui n'existait plus, comme si elles obéissaient à une horloge intérieure, cachée, qui poursuivait son décompte indépendamment du monde extérieur. Voilà la découverte troublante. Le mouvement du tournesol n'est pas seulement une réponse à la lumière présente. Il est piloté par un rythme interne, une horloge biologique inscrite dans les cellules, calée sur le cycle du jour et de la nuit, et capable de tourner un moment toute seule dans l'obscurité. C'est cette horloge, cette pulsation cachée au fond des tissus, qui synchronise la croissance des deux flancs de la tige. C'est elle qui, la nuit venue, donne le signal au côté ouest de s'allonger, sans attendre le retour de la lumière. C'est elle qui permet à la plante d'anticiper, de se retourner à l'avance, d'être prête pour un lever qu'elle ne voit pas.
Le tournesol ne devine pas où le soleil se lèvera. Il n'a pas besoin de le deviner. Il porte en lui la mémoire rythmée du cycle solaire, une horloge héritée de millions d'années passées à vivre sous la course régulière du même astre. La plante ne prévoit pas l'avenir. Elle rejoue, chaque nuit, un rythme qu'elle connaît par cœur. Nous touchons ici au centre de notre grande énigme, sans l'avoir encore entièrement dénouée. Nous savons maintenant que le mouvement naît d'une croissance inégale, et que cette croissance est cadencée par une horloge interne. Mais comment cette horloge fonctionne-t-elle, cellule par cellule? Comment un signal chimique voyage-t-il d'un flanc à l'autre pour dire à l'un de pousser et à l'autre d'attendre? Ces questions les plus fines, nous les garderons pour la fin, quand tous les fils seront réunis. Car il y a plus urgent et plus déroutant. Ce mouvement magnifique, cette poursuite fidèle répétée jour et nuit, n'est pas éternelle. Un matin, sans prévenir, il s'arrête. Le tournesol adulte cesse de suivre le soleil, se fige et prend une position définitive dont il ne bougera plus jamais. Il tourne le dos au couchant pour toujours et choisit, une fois pour toutes, une seule direction. Ce brusque abandon n'est ni une fatigue ni une mort. C'est un calcul froid, une stratégie inscrite dans la survie même de l'espèce, et le sens de ce choix va nous entraîner bien au-delà de la simple lumière. Un soir d'été, dans un champ, quelque chose ne se produit pas. Le soleil descend vers l'ouest, comme toujours, glissant vers l'horizon, et pourtant les têtes ne le suivent plus. Elles restent immobiles, tournées vers l'est, vers le côté du ciel déjà sombre, indifférentes au couchant flamboyant qui embrase l'autre moitié du monde. La veille encore, peut-être, elles accompagnaient l'astre de leur lente inclinaison. Ce soir, elles lui tournent le dos. Et le lendemain matin, quand le soleil se lève à l'est, il les trouve déjà là, face à lui, exactement comme la nuit les a laissées. Elles n'ont pas bougé. Elles ne bougeront plus. La grande poursuite est terminée. Il y a quelque chose de saisissant dans cet arrêt. Pendant des semaines, la plante a suivi le soleil avec une fidélité inlassable, se retournant même dans le noir pour ne jamais le manquer. Puis, du jour au lendemain, elle abandonne. Elle se fige dans une position unique et la tient jusqu'à la fin. Ce n'est pas un ralentissement progressif, une lassitude qui s'installe. C'est une bascule nette, presque une décision. Et cette décision pose aussitôt la question qui va occuper tout ce chapitre. Pourquoi le tournesol renonce-t-il à suivre le soleil? Et pourquoi choisit-il, entre toutes, la direction de l'Est? Commençons par le renoncement lui-même, car il découle directement de ce que nous savons déjà. Souvenez-vous, le mouvement de la tête n'est pas un pivotement, mais le fruit d'une croissance inégale de la tige, un flanc s'allongeant plus que l'autre. Or, ce mécanisme n'est possible que tant que la tige grandit. Tant que la plante est jeune, tant qu'elle s'élève encore vers le ciel, ses tissus supérieurs restent souples, vivants, capables de s'étirer d'un côté puis de l'autre. Mais un jour, la croissance s'achève. Le tournesol a atteint sa hauteur définitive. Sa tige durcit, se rigidifie, cesse de s'allonger. Et sans croissance, plus de mouvement. La machine qui faisait tourner la tête s'immobilise faute de matière neuve à faire pousser. La poursuite ne s'arrête pas par fatigue ni par choix. Elle s'arrête parce que l'outil même du mouvement, la croissance de la tige, s'est éteint. La plante se fige dans la dernière orientation où sa tige l'a laissée. Voilà pour le comment. Mais il reste le plus intrigant, le pourquoi de l'Est. Car cet arrêt n'est pas aléatoire. Le tournesol adulte ne se fige pas dans n'importe quelle direction, au hasard de l'instant. Il se fige, dans son immense majorité, tourné vers le levant. C'est une régularité trop constante pour être un accident. Et c'est ici que se cache le mystère central de ce chapitre. Si la plante ne grandit plus, si elle n'a plus besoin de courir après la lumière, quelle importance peut bien avoir la direction dans laquelle elle finit ses jours? Pourquoi l'évolution aurait-elle pris soin de la laisser si fidèlement face à l'Est plutôt qu'ailleurs? Il doit y avoir, derrière cette orientation, un avantage assez précieux pour que la nature l'ait sélectionnée génération après génération. La réponse, quand on la découvre, est d'une élégance froide. Elle tient en un mot: la chaleur. Le soleil du matin, en frappant une tête tournée vers l'est,
la réchauffe bien plus vite qu'une tête tournée ailleurs. Dès les premières heures, le capitule exposé au levant se réchauffe, monte en température, tandis qu'une tête orientée vers l'ouest reste froide, dans l'ombre d'elle-même, et n'attrape les rayons qu'en fin de journée. Or, cette différence de température, si discrète pour nous, change tout pour un autre acteur de l'histoire, l'insecte. Les chercheurs ont observé et mesuré un fait remarquable. Les abeilles préfèrent nettement les têtes chaudes. Elles se posent bien plus volontiers et en bien plus grand nombre sur les capitules réchauffés par le soleil du matin que sur les capitules restés froids. Une tête tiède est pour une abeille une invitation plus attirante, un lieu plus confortable où butiner. Et voici comment tous les fils se nouent. Une tête tournée vers l'est se réchauffe tôt. Une tête chaude attire davantage d'abeilles. Davantage d'abeilles, cela signifie davantage de visites, davantage de pollen transporté d'une fleur à l'autre, davantage de pollinisation réussie. Et davantage de pollinisation, au bout de la chaîne, cela signifie davantage de graines, plus grosses, plus nombreuses, plus pleines. Le tournesol qui finit sa vie tourné vers l'est n'est ni paresseux ni figé par l'épuisement. Il occupe la position exacte qui maximise sa descendance. Ce regard immobile vers le levant n'est pas un adieu au monde, c'est le dernier acte, le plus important, d'une vie tout entière tendue vers la reproduction. Il faut mesurer le renversement que cela opère dans notre regard. Le jeune tournesol dépensait une énergie considérable à courir après le soleil, à se retourner chaque nid, à ne jamais perdre l'astre de vue. On aurait pu croire que c'était là son grand œuvre, sa raison d'être. Mais cette poursuite n'était qu'une préparation. Elle servait à capter le maximum de lumière pendant la croissance, à grandir vite et haut, à accumuler l'énergie nécessaire. Une fois cette énergie amassée, une fois la plante prête à se reproduire, la stratégie change du tout au tout. Il ne s'agit plus de courir après la lumière pour soi, il s'agit de se placer, définitivement, dans la position qui appellera le plus d'insectes et donnera le plus de graines. Le tournesol passe de la poursuite à l'attente, de la course à l'attraction. Il cesse de chercher la lumière pour devenir, lui-même, un point de rendez-vous. Cette bascule éclaire d'un jour nouveau notre grande énigme. Nous avions vu que le mouvement naissait d'une croissance aveugle, cadencée par une horloge interne. Nous voyons maintenant que même l'arrêt de ce mouvement, même l'orientation finale, sont le produit d'un calcul évolutif implacable, où rien n'est laissé au hasard, et où tout, absolument tout, converge vers une seule fin: faire le plus de graines possible. La plante ne pense pas à ce calcul, elle ne le comprend pas. Elle l'a simplement hérité, écrit dans ses gènes par des millions d'années de sélection, où les individus tournés vers l'Est laissaient un peu plus de descendants que les autres, jusqu'à ce que l'Est devienne la règle. Nous avons donc découvert que toute l'existence du tournesol est ordonnée autour de sa reproduction, et que même son immobilité finale est une ruse au service des graines. Mais cette découverte ouvre une porte sur un pacte plus vaste et plus subtil encore. Si la plante se donne tant de mal pour attirer les abeilles, si elle réchauffe sa tête, oriente sa vie entière, déploie une enseigne dorée visible de très loin, c'est qu'elle a un besoin vital de ces insectes. Un besoin si profond qu'elle en est presque prisonnière. Car le tournesol, ce géant qui semble se suffire à lui-même, cache un secret embarrassant. Livré à lui seul, il est le plus souvent incapable de se reproduire. Et pour comprendre pourquoi, il faut descendre à l'intérieur d'une seule de ces 1000 petites fleurs et y découvrir une tromperie savamment orchestrée. Une abeille se pose au bord du disque doré et se met en marche. Elle avance à petits pas sur la surface, s'enfonçant entre les fleurs serrées, plongeant sa langue au fond de chacune pour y puiser le nectar. Son corps velu frôle tout ce qu'il touche, et à chaque pas, il se couvre un peu plus d'une fine poudre jaune. En quelques minutes, sans le savoir, sans intention aucune, elle a visité des dizaines de fleurs, laissant sur chacune un peu de ce qu'elle portait, emportant sur chacune un peu de ce qu'elle trouvait. Elle croit ne faire que se nourrir. En réalité, elle vient d'accomplir, pour la plante, l'acte dont dépend toute sa descendance. Sans ce petit corps affairé qui se traîne sur le disque, la tête entière resterait stérile.
C'est là le secret embarrassant du tournesol, celui que nous avons entrevu. Ce géant si bien armé, ce champion de la lumière capable de dresser une tour de 2 mètres et de dessiner des équations dans sa chair, est le plus souvent incapable de se reproduire tout seul. Il lui faut un intermédiaire. Il lui faut cette abeille ou une autre pour transporter le pollen d'une fleur à l'autre. Et cette dépendance n'est pas une faiblesse subie, c'est une stratégie, minutieusement construite par l'évolution, qui commence à l'intérieur même de chaque petite fleur du disque. Pour comprendre cette stratégie, il faut d'abord regarder comment le capitule s'ouvre. On croirait qu'une tête de tournesol fleurit d'un coup, tout entière, en un seul éclat. Il n'en est rien. Les fleurs du centre ne s'épanouissent pas ensemble, mais par vagues, anneau après anneau, du bord vers le cœur. Le premier jour, c'est le cercle le plus extérieur des fleurs du disque qui s'ouvre. Le lendemain, l'anneau juste en dessous. Puis le suivant, et le suivant encore, chaque jour une nouvelle couronne, progressant lentement vers le centre. Ce mouvement en spirale rentrante étale la floraison d'une seule tête sur 1 à 2 semaines. Et cet étalement n'a rien d'anodin. Il signifie que chaque jour, pendant toute cette période, le tournesol offre aux abeilles une portion fraîche de nectar et de pollen. La table est remise chaque matin. Les insectes ont tout intérêt à revenir, encore et encore, jour après jour, et c'est exactement ce que la plante recherche. Mais le cœur de la ruse se joue plus profond, à l'échelle d'une seule fleur tubulée. Là, la nature a monté une horlogerie du temps d'une précision remarquable, dont le but unique est d'empêcher la fleur de se féconder elle-même. Car une fleur qui se polliniserait avec son propre pollen produirait une descendance appauvrie, copie affaiblie du parent. L'évolution a donc prouvé une parade. Dans chaque petite fleur, les organes mâles et les organes femelles n'arrivent pas à maturité en même temps. Ils se relaient. D'abord vient la phase mâle. La fleur pousse son pollen vers l'extérieur, l'offre au monde, le présente aux visiteurs. Ce n'est que plus tard, une fois ce pollen dispersé ou emporté, que se révèle la partie femelle, le stigmate, prêt à recevoir. Quand la fleur est enfin apte à être fécondée, son propre pollen a déjà disparu. Elle ne peut plus compter que sur celui d'ailleurs. Voilà le paradoxe magnifique de cette organisation. En décalant ainsi ces deux phases, la fleur se rend délibérément incapable de se suffire à elle-même. Elle se condamne à dépendre d'un autre. Ce que nous prenions pour une faiblesse est en vérité une contrainte choisie, un verrou biologique qui force le brassage. La fleur ne peut être fécondée que par le pollen d'une fleur voisine, ou d'une autre plante, apporté par un intermédiaire. Et c'est précisément là que l'abeille devient indispensable. En rampant sur le disque, elle se charge du pollen des fleurs les plus jeunes, encore en phase mâle, groupées vers le centre, et le dépose sur les fleurs plus âgées du pourtour, désormais en phase femelle. D'un tour de disque, elle marie les générations. En quelques minutes, une seule abeille féconde des dizaines de fleurs qui, sans elle, seraient restées vaines. Il faut mesurer l'enjeu de cette rencontre. Chaque fleur tubulée fécondée deviendra une graine. Chaque fleur négligée par les abeilles restera une coquille vide, une place perdue dans le disque. Sur une tête qui compte parfois près de 2000 fleurs, la différence entre un capitule bien visité et un capitule délaissé se chiffre en centaines de graines. Voilà pourquoi tout, dans cette plante, est tendu vers l'insecte. Voilà pourquoi l'enseigne jaune est si vaste. Pourquoi la tête adulte se réchauffe au levant pour se rendre plus accueillante. Pourquoi la floraison s'étale pour retenir les visiteurs. Le tournesol tout entier est une machine à attirer les abeilles, parce que sans elle, il ne laisse presque rien derrière lui. Cette alliance n'est pas à sens unique. L'abeille n'est pas la victime naïve d'une manipulation végétale. Elle y trouve son compte, et largement. Un champ de tournesol en fleurs est pour elle un garde-manger d'une générosité extraordinaire, une source abondante de nectar et de pollen offerte pendant des semaines. Le miel qui naît de ces visites est clair, doré, d'un goût doux, et il se cristallise vite. Dans de nombreuses régions, des apiculteurs déplacent délibérément leurs ruches vers les champs de tournesol au moment de la floraison pour profiter de cette manne. La plante nourrit l'insecte féconde la plante. Chacun donne, chacun reçoit. C'est un pacte, au sens plein du terme,
forgé par des millions d'années de vie commune. Et ce pacte porte en lui une leçon qui dépasse le tournesol. Le destin de la plante et celui de l'insecte sont liés, noués l'un à l'autre. Là où les abeilles se raréfient, les récoltes de graines déclinent, car il manque les intermédiaires qui font le travail invisible de la fécondation. Un champ de tournesol en fleurs n'est donc pas seulement une belle image, c'est un maillon nourricier, un point d'appui pour des populations entières d'insectes. Les avis divergent sur l'ampleur exacte de ce rôle et sur la meilleure façon de soutenir les pollinisateurs, et il serait imprudent de trancher trop vite. Mais le principe, lui, est solide. Le tournesol et l'abeille survivent ensemble ou pâtissent ensemble. Nous avons donc percé la nature de cette alliance. Le tournesol s'est rendu, par choix évolutif, incapable de se féconder seul, pour s'assurer un brassage constant et une descendance vigoureuse. Il a lié son sort à celui des insectes, et il a bâti tout son corps pour les séduire. Mais cette découverte fait surgir une question vertigineuse qui nous entraîne loin en arrière dans le temps. Si le tournesol dépend à ce point des abeilles, des champs immenses et des soins de l'homme, comment a-t-il pu exister avant tout cela? Comment cette plante a-t-elle survécu? S'est-elle nourrie? S'est-elle répandue? À une époque où il n'y avait ni cultures ordonnées, ni ruches déplacées, ni jardiniers pour la protéger. La réponse se trouve de l'autre côté d'un océan, dans une terre sauvage et rude, où le tournesol n'était pas encore ce géant docile, mais une plante bien plus farouche et bien plus obstinée que celle que nous connaissons. Oubliez le champ ordonné, les rangs parallèles, les têtes uniformes tournées d'un même geste vers le levant. Transportez-vous plutôt dans une plaine sèche et venteuse d'Amérique du Nord, il y a des milliers d'années, avant que quiconque m'ait songé à cultiver quoi que ce soit. Là pousse une plante que vous auriez du mal à reconnaître. Elle est maigre, hirsute, ramifiée en tous sens, couverte non pas d'une seule tête majestueuse, mais d'une multitude de petites têtes chétives, dispersées sur des branches désordonnées. Ses graines sont minuscules, dures, à peine bonnes à clignoter. Elles s'accrochent au terrain pauvre, au bord des chemins, au sol que les autres dédaignent, poussant en tout fraîche là où rien d'autre ne veut croître. Ce buisson obstiné, ce presque rien végétal, c'est l'ancêtre sauvage du tournesol. C'est de cette plante farouche qu'est né le géant doré que nous connaissons. Le contraste est saisissant, presque incroyable. D'un côté, une mauvaise herbe rabougrie aux dizaines de petites fleurs éparpillées. De l'autre, un colosse à tige unique portant une seule tête large comme une assiette, lourde de milliers de graines charnues. Comment passe-t-on de l'un à l'autre? Qui a transformé ce buisson revêche en champion cultivé? Voilà la question que ce chapitre doit éclaircir, car elle touche à l'une des plus vieilles alliances entre l'homme et une plante. Mais avant l'homme, il faut comprendre comment cette plante sauvage vivait seule. Car elle répond à l'énigme que nous avions laissée en suspens. Comment le tournesol pouvait exister avant les champs et les ruches soignées? La réponse tient dans le caractère même de l'ancêtre. Cette plante n'était pas la créature docile et dépendante d'aujourd'hui. Elle était une pionnière, robuste, capable de coloniser les terres ingrates. Sa racine profonde allait chercher l'eau là où les autres n'atteignaient rien, ce qui lui permettait de tenir dans les plaines sèches. Ces nombreuses petites têtes, produites à profusion, attiraient déjà les insectes sauvages qui bourdonnaient dans ces prairies bien avant que l'homme n'installe des ruches. Et ces graines, dispersées par le vent, par l'eau, par les oiseaux et les petits animaux qui les emportaient et les laissaient tomber, se répandaient au gré du hasard sur de vastes étendues. Le tournesol sauvage ne dépendait de personne. Il se débrouillait, farouchement, comme une herbe conquérante. Et déjà, dans cette plaine ancienne, la tête de l'ancêtre suivait le soleil. Ce geste que nous croyons parfois né avec les jardins n'a rien d'une invention récente. Il est bien plus vieux que le moindre champ cultivé. Le mouvement vers la lumière, l'horloge interne qui cadence la croissance de la tige, tout cela existait déjà chez le buisson sauvage, façonné par des temps immémoriaux passés sous la course du même soleil. La poursuite du soleil n'est pas un ornement que l'homme aurait sélectionné pour la beauté du spectacle. C'est un héritage ancien, un avantage de survie forgé dans la nature sauvage, bien avant que le premier regard humain ne se pose sur cette plante avec l'idée de la faire sienne. Ce regard humain, pourtant, allait tout changer. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord ont domestiqué le tournesol il y a des millénaires,
longtemps avant l'arrivée des Européens. Et ils l'ont fait avec une patience de sélectionneurs. Année après année, ils choisissaient les plantes aux plus belles têtes, aux graines les plus grosses, et n'en ressemaient que celles-là. Génération après génération, sous cette pression constante, le buisson dispersé s'est peu à peu concentré. Les branches multiples ont cédé la place à une tige unique. Les petites têtes épars sont fusionnées, dans la sélection, vers une seule tête dominante, toujours plus large. Les graines minuscules ont grossi, gagné en chair, en huile, en saveur. L'homme n'a pas inventé le tournesol. Il a orienté, sur des milliers d'années, la forme sauvage vers le colosse que nous cultivons. Il a pris une herbe conquérante et en a fait un géant nourricier. Pour ces peuples, le tournesol était bien davantage qu'une réserve de graines. Il était une plante à tout faire, d'une richesse d'usage remarquable. On mangeait ses graines telles quelles, on les broyait en farine, on en extrayait une matière grasse. Mais on en tirait aussi des couleurs. Des pigments jaunes, violets, presque noirs, servaient à teindre les tissus et à orner les corps lors des cérémonies. La plante entrait dans les remèdes, dans les rites, dans les objets du quotidien. Et son lien avec le soleil, ce visage doré qui semblait imiter l'astre du jour, lui conférait souvent une valeur sacrée, une place particulière dans le rapport de ces peuples au ciel et à la lumière. Le tournesol était nourriture, teinture, médecine et symbole, tout à la fois, longtemps avant que l'Europe n'en soupçonne l'existence. Il faut s'arrêter un instant sur l'ampleur de cette transformation, car elle est l'une des plus réussies de toute l'histoire des plantes cultivées. En partant d'une mauvaise herbe rabougrie, l'homme a obtenu, par la seule patience de la sélection, une plante capable de produire sur une unique tête ce que la forme sauvage éparpillait en dizaines de fleurons stériles. Il a concentré la puissance dispersée du buisson en un seul faisceau. Et il l'a fait sans rien connaître de la génétique, sans savoir ce qu'était une graine au sens où nous l'entendons, simplement en ressemant les meilleurs, année après année. C'est une prouesse silencieuse, accomplie sur des dizaines de siècles, dont nous récoltons encore les fruits à chaque poignée de graines. Nous avons donc trouvé la réponse à notre question. Le tournesol a survécu avant les champs parce que son ancêtre était une plante sauvage, résistante et indépendante, qui suivait déjà le soleil et se répandait par ses propres moyens. Et il est devenu le géant que nous connaissons parce que des peuples patients l'ont façonné, tête après tête, graine après graine, jusqu'à en faire un pilier de leur subsistance. La plante portait en elle un potentiel formidable. L'homme l'a révélé. Et pourtant, malgré cette longue histoire américaine, malgré des millénaires de culture par les peuples autochtones, le tournesol n'était pas encore devenu ce qu'il allait être, l'une des grandes cultures nourricières du monde entier. Ce destin-là ne s'est pas joué dans les plaines de son continent d'origine. Il s'est joué de l'autre côté de l'océan, dans des mains venues d'ailleurs, et par un enchaînement d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Le véritable envol du tournesol allait être déclenché non par un botaniste, ni par un agriculteur, mais par une chose aussi inattendue qu'imprévisible. Le calendrier religieux d'un pays lointain, où l'on cherchait désespérément une matière grasse autorisée. Dans la cale d'un navire espagnol, quelque part au XVIe siècle, quelques graines rayées voyagent parmi les trésors et les curiosités ramenées du Nouveau Monde. Personne, à bord, n'imagine ce que ces petites choses deviendront. Elles ne valent aux yeux des marins ni l'or ni les épices. Ce sont des semences d'une plante étrange aperçue de l'autre côté de l'océan, une fleur géante qui, dit-on, tourne son visage vers le soleil. On les rapporte par curiosité, comme on rapporterait un caillou inhabituel ou une plume d'oiseau exotique. Et pourtant, ces quelques graines contiennent le point de départ d'une aventure qui va faire le tour du monde et transformer l'alimentation de continents entiers. Car voici le paradoxe de ce chapitre. Le tournesol, domestiqué depuis des millénaires en Amérique, nourriture et plante sacrée de peuples entiers, arrive en Europe et n'y devient d'abord rien de tout cela. Il y débarque non comme une culture nourricière, mais comme une simple curiosité de jardin. Comment cette plante, déjà si utile ailleurs, a-t-elle pu, en traversant l'océan, perdre tout son sérieux pour n'être plus qu'un ornement? Et comment, ensuite, a-t-elle reconquis son rang, jusqu'à devenir l'une des grandes cultures de la planète? Ce sont les deux énigmes que ce voyage doit dénouer.
Regardons d'abord l'Europe des grandes découvertes accueillir ce visiteur doré. Dans les jardins des puissants, le tournesol fait sensation. On l'admire pour sa taille prodigieuse, pour l'éclat de sa tête, et surtout pour cette habitude troublante de suivre l'astre du jour. C'est une merveille botanique, un objet d'émerveillement et de conversation, que l'on cultive pour la beauté et pour l'étrangeté. On le plante dans les jardins d'agrément, on le montre aux visiteurs, on s'étonne devant sa fleur qui imite le soleil. Mais on ne songe guère à en tirer profit. Pour l'Europe, pendant longtemps, le tournesol reste une fantaisie exotique, un ornement venu d'ailleurs, dépouillé de tous les usages nourriciers que lui connaissaient les peuples de son continent d'origine. Le géant utile est devenu une décoration. Il faudra attendre que la plante poursuive son voyage vers l'est du continent pour que tout bascule. Et le déclencheur de ce basculement est l'une des plus belles surprises de toute l'histoire du tournesol, car il n'a rien de botanique ni d'agricole. C'est un calendrier religieux qui va tout changer. Il existe à ce sujet un récit très répandu, qu'il faut raconter avec prudence, car il circule sous une forme populaire et simplifiée, et les historiens en discutent les détails. Mais dans ces grandes lignes, voici ce que l'on rapporte. Dans la Russie du XIXe siècle, la tradition orthodoxe imposait de longues périodes de jeûne, durant lesquelles il était interdit de consommer nombre de matières grasses habituelles. Or, ces périodes couvraient une part considérable de l'année, et les fidèles cherchaient des corps gras qui échappent à l'interdiction. C'est là qu'intervient le tournesol. Sa graine et l'huile qu'on en tire étaient si nouvelles, si récentes dans ces contrées, qu'elles ne figuraient sur aucune des anciennes listes d'aliments prohibés. L'huile de tournesol, faute d'avoir été prévue par les règles, se trouvait donc autorisée pendant le jeûne. En un instant, cette huile passa du rang de curiosité à celui de produit précieux, l'une des rares matières grasses que l'on pouvait consommer sans enfreindre l'interdit. La demande explosa. Ce qui n'était qu'une plante d'ornement devint soudain une culture recherchée, plantée en grand, pour l'huile qu'elle promettait. Et c'est ici que se produit la seconde métamorphose du tournesol, aussi profonde que la première. Car pour répondre à cette demande, il ne suffisait plus d'admirer la plante, il fallait l'améliorer, la rendre plus productive, plus riche en huile. On se remit donc à sélectionner, exactement comme l'avaient fait les peuples autochtones des millénaires plus tôt, mais cette fois avec un objectif précis. Des têtes plus grosses, des graines plus grasses, un rendement en huile toujours plus élevé. Année après année, on choisit les meilleures, on ne ressema que celles-là, et l'on obtint peu à peu des variétés spécialement conçues pour l'huile, bien plus performantes que tout ce qui existait auparavant. Le tournesol d'ornement était redevenu, sous ses mains patientes, un champion nourricier. La boucle qui se referme alors est d'une élégance rare. Ces variétés améliorées, sélectionnées pour leur richesse en huile, ne restèrent pas confinées à leur région. Elles repartirent. Elles franchirent de nouveau les frontières, retraversèrent l'Europe et regagnèrent jusqu'aux Amériques, le continent d'origine de la plante. Le tournesol était parti d'Amérique comme une graine de curiosité. Il y revint comme une culture industrielle perfectionnée. La plante avait accompli un immense périple circulaire. Née sauvage dans les plaines du Nouveau Monde, domestiquée par ses premiers peuples, exportée comme ornement, transfigurée en géant huilier, puis renvoyée au monde entier sous sa forme la plus productive. Peu de plantes peuvent se vanter d'une biographie aussi mouvementée, d'un tel aller-retour entre les continents et les usages. Il faut, à ce stade, prendre la mesure de ce qu'est devenu ce champion. Les chiffres donnent le vertige. Des passionnés ont fait pousser des tournesols dépassant 8, voire 9 mètres de hauteur, plus haut qu'une maison de 2 étages, exploit qui exige des tuteurs solides et des soins constants. Les plus larges têtes atteignent plus de 80 cm de diamètre, la taille d'une table à part entière. Une seule grande tête peut mûrir de 1000 à près de 2000 graines, ce qui signifie que chaque capitule d'exception est, à lui seul, la promesse de milliers de plantes futures. Et tout cela, cette plante le construit en une seule saison, quelques mois à peine, s'élançant d'une minuscule graine jusqu'à ses hauteurs vertigineuses, avec une rapidité que peu de végétaux familiers savent égaler. Le tournesol est un géant pressé, un athlète de la croissance. Nous avons donc résolu le double mystère de ce voyage. Le tournesol est devenu ornement en Europe parce qu'on y a d'abord regardé sans songer à l'utiliser,
et il est redevenu champion nourricier parce qu'un besoin inattendu, né d'un calendrier religieux, a rallumé l'intérêt pour son huile et relancé sa sélection. De curiosité de jardin, il s'est hissé au rang de culture mondiale, nourrissant les hommes, les bêtes et les abeilles sur des continents entiers. Mais toute cette réussite a un revers. Plus les champs de tournesol s'étendent, plus la plante devient une cible. Un géant nourricier attire les convoitises, et pas seulement celles de l'homme. Des oiseaux affamés, des champignons insidieux, des tempêtes capables de briser les tiges les plus fières, une foule d'ennemis guette ce trésor doré. Et pourtant, face à ces menaces, le tournesol cache une capacité si étrange, si contraire à sa douceur apparente, qu'elle en devient presque inquiétante. Ce cœur d'or, ce symbole de lumière et de vie, sait puiser dans la terre et retenir en lui les poisons les plus redoutables. Un orage éclate sur le champ à la fin de l'été. Le vent se lève, la pluie s'abat, et les tiges les plus hautes, celles qui portent les têtes les plus lourdes, gorgées de graines mûres, ploient sous l'assaut. Certaines tiennent bon, d'autres cèdent. Dans un craquement sourd, une tige se plie en deux, puis une autre. Et le géant qui dominait le champ se retrouve couché dans la boue, sa tête magnifique écrasée contre le sol. Au matin, quand le calme revient, plusieurs plantes gisent à terre, cassées nettes, leur récolte perdue. Ce qui faisait la fierté du tournesol, sa hauteur, la masse de sa tête, devient dans la tempête sa plus grande vulnérabilité. Le champion de la croissance est aussi un colosse fragile, condamné à porter très haut un poids qui, un jour de vent, peut le briser. Voilà le premier ennemi du tournesol, et il vient du ciel lui-même. La verse, ce nom que l'on donne à l'effondrement des tiges, guette toutes les variétés hautes aux têtes pesantes. Après une pluie qui alourdit la plante, un coup de vent suffit à la coucher. C'est pourquoi dans les jardins, on tuteur les géants, on les plante à l'abri d'un mur ou d'une haie qui brise les rafales. Mais la tempête n'est que la première d'une longue liste de menaces, car un trésor aussi convoité que des milliers de graines grasses n'attire pas seulement l'admiration, il attire la faim. Et la faim, ici, a des ailes. Les oiseaux sont peut-être les plus redoutables amateurs de graines de tournesol. Mésanges, chardonnerets, verdiers, moineaux, pics et des dizaines d'autres espèces se ruent sur les têtes mûrissantes, décortiquant les graines une à une avec une adresse déconcertante. Une tête laissée sans protection peut être pillée en quelques jours. Pour le jardinier qui veut sa récolte, c'est une bataille. On couvre le capitule d'un filet léger, d'une gaze, d'un sachet de tissu, pour tenir les pillards à distance. Mais il y a une autre manière de voir cette scène, plus paisible, sur laquelle nous reviendrons, car ce que le jardinier appelle un vol, le tournesol, lui, pourrait bien l'appeler un service. Aux ennemis à plumes s'ajoutent des ennemis invisibles. Par temps humide, des champignons s'installent, couvrant les feuilles de taches, de duvet, de rouille, ou attaquant le dos de la tête, qui pourrit alors sur les capitules trop denses et mal aérés. Des pucerons, des chenilles, des insectes divers grignotent feuilles et bourgeons. La plante, si vigoureuse en apparence, mène en réalité un combat permanent contre une foule d'assaillants microscopiques et rampants. La parade tient souvent à peu de choses. Ne pas serrer les plantes, aérer les rangs, éviter de cultiver le tournesol au même endroit année après année, laisser l'air et le soleil faire leur travail. Un tournesol en bonne santé, bien espacé, bien exposé, résiste le plus souvent sans qu'il faille recourir à de lourds traitements. C'est ici, au milieu de cette énumération des vulnérabilités, que le tournesol nous réserve son retournement le plus troublant. Car cette plante, qui semble si exposée, si dépendante, si fragile face au vent et aux oiseaux, possède une capacité secrète d'une puissance stupéfiante. Une capacité qui la range non plus parmi les victimes de son environnement, mais parmi ses rares sauveurs. Le tournesol sait puiser dans le sol et retenir dans ses tissus des substances que presque aucune autre plante ne tolère, des métaux lourds, des poisons, des polluants qui empoisonnent la terre. Sa racine profonde, ce pieu qui plonge d'1,5 mètre ou 2, ne se contente pas de chercher l'eau. Elle aspire aussi, avec l'eau, ce que le sol contient de toxique, et la plante l'accumule, le stocke, le concentre en elle sans en mourir.
Comment le comprendre? Comment un être vivant peut-il boire du poison et y survivre, là où il tuerait presque tout le reste? C'est le paradoxe au cœur de ce chapitre, et sa résolution ouvre une perspective inattendue sur le rôle du tournesol dans le monde. Cette faculté a un nom, la phytorémédiation, l'art de guérir un sol par les plantes. On sème des tournesols sur une terre contaminée, ils poussent, plongent leurs racines, extraient les métaux et les polluants, les remontent dans leurs tiges, leurs feuilles, leurs têtes. Puis on récolte et l'on retire ces plantes chargées, emportant avec elles une partie du poison qu'elles ont soutiré à la terre. Peu à peu, saison après saison, le sol se nettoie. Le tournesol devient une ponte vivante, un dépollueur solaire, capable de rendre un peu de vie à des terres que l'industrie ou les accidents avaient stérilisées. On a ainsi tourné les regards vers le tournesol après de grandes catastrophes, sur des sites marqués par la contamination, dans l'espoir qu'il aide à assainir des sols meurtris. Il faut ici rester mesuré, car les avis divergent sur l'efficacité réelle de cette méthode. Certains y voient une solution prometteuse et peu coûteuse, d'autres soulignent ses limites, la lenteur du processus, le fait qu'il ne convient pas à toutes les pollutions ni à tous les terrains. La vérité se situe sans doute dans la nuance, et il serait imprudent de présenter le tournesol comme un remède miracle. Mais la capacité, elle, est réelle et mesurable. Cette plante prélève et concentre en elle des substances toxiques, et cela suffit à en faire l'un des outils étudiés pour redonner vie aux sols abîmés. Cette double nature éclaire d'ailleurs une mise en garde essentielle. Puisque le tournesol absorbe ce que contient la terre, une plante ayant poussé sur un sol pollué ou traité aux produits chimiques ne devrait pas finir dans nos assiettes. Elle porte en elle ce qu'elle a soutiré au sol. Les graines les plus saines viennent des terres les plus propres. Ce qui fait du tournesol un dépollueur précieux le rend, sur une terre empoisonnée, impropre à la consommation. La même racine avide qui nettoie le sol peut charger la plante de ce qu'il ne faudrait surtout pas manger. Prenons la mesure du portrait qui se dessine. Voici une plante qui nourrit les hommes de ses graines et de son huile, qui nourrit les abeilles de son nectar, qui nourrit les oiseaux de ses semences, et qui, par-dessus tout cela, sait encore assainir la terre elle-même. Le tournesol donne sur tous les fronts. Il se dresse au carrefour du vivant, reliant le sol, l'insecte, l'oiseau et l'homme dans un même réseau d'échanges. Ce qui semblait n'être qu'une jolie fleur d'été se révèle un pilier discret, généreux, presque universel du monde qui l'entoure. Et cette générosité ramène, une dernière fois, la grande question qui traverse tout ce film. Pourquoi? Pourquoi cette plante déploie-t-elle tant de mécanismes, tant de prouesses? Pourquoi ranger ses graines selon l'angle d'or, poursuivre le soleil le jour, se retourner dans le noir, se figer vers l'est à l'âge adulte, séduire les abeilles par une tromperie savante, boire jusqu'au poison de la terre? Chacune de ces merveilles, prises à part, nous a livré son secret. Mais toutes ensemble, elles dessinent une figure unique, une logique cachée qui les relie et les explique d'un seul trait. Tous ces fils, la mathématique et la poursuite, l'est et l'abeille, la racine avide, convergent vers une seule et même réponse, celle que nous cherchons depuis la toute première image et qu'il est temps, enfin, de nommer. Revenons à la plaine du tout début, à cette aube où tout a commencé. Il fait encore nuit. Sur des milliers de tiges, les têtes lourdes attendent, tournées vers le même point de l'horizon obscur, là où rien ne brille encore. Puis la première lueur monte à l'est, et la plaine entière se penche vers elle, sans un bruit, sans un muscle, saluant un soleil qui n'est pas encore levé. Nous avons ouvert ce film sur cette image en la trouvant impossible. Nous y revenons pour la comprendre enfin, car nous détenons désormais toutes les pièces. Il est temps de les assembler et de répondre à la question posée dès la première minute. Comment une plante sans cerveau sait-elle où le soleil va se lever avant qu'il se lève? Reprenons le fil, patiemment. Le mouvement de la tête, nous l'avons vu, n'est pas un pivotement, mais une croissance inégale. Le jour, un flanc de la tige s'allonge davantage. La nuit, c'est le flanc opposé. La tête bascule vers l'ouest, puis revient vers l'est, portée par ce déséquilibre de la croissance. Voilà le corps du mécanisme. Mais il lui manquait un chef d'orchestre, quelque chose qui décide, chaque nuit, dans l'obscurité totale, de renverser le sens de la poussée exactement au bon moment.
Ce chef d'orchestre, c'est l'horloge interne de la plante. Cette horloge n'a rien de mystique. Elle est faite de cellules dont l'activité monte et descend selon un cycle d'environ 24 heures. Une pulsation chimique héritée de millions d'années de vie sous la course régulière du Soleil. Ce sont des rythmes que l'on retrouve, sous des formes diverses, dans presque tout le vivant, chez les plantes comme chez les animaux, comme chez nous. Chez le tournesol, cette horloge cadence la croissance des deux flancs de la tige. Elle dit à l'un de pousser le jour, à l'autre de pousser la nuit, sans attendre le retour de la lumière. C'est pourquoi, dans l'expérience où on les plaçait sous un éclairage constant, sans jour ni nuit, les plantes continuaient un moment à balancer leur tête au rythme habituel. Elles n'obéissaient pas au soleil du dehors, mais à ce soleil intérieur, cette mémoire rythmée du cycle, qui poursuivait seule son décompte. Voici donc la réponse à notre grande énigme, et elle est plus belle que le mystère. Le tournesol ne devine pas où le soleil se lèvera. Il ne prévoit rien, il n'attend rien. Il ne sait rien du soleil au sens où nous le savons. Il porte simplement en lui une horloge, réglée par des générations et des générations passées sous le même astre, qui lui fait refaire chaque nuit, à l'aveugle, le chemin inverse de la journée. Quand l'aube revient, la plante est déjà tournée vers l'est, non parce qu'elle a anticipé le lever, mais parce qu'elle a rejoué, dans le noir, un rythme qu'elle connaît par cœur depuis des millions d'années. L'anticipation que nous croyons voir n'est pas une prédiction, c'est un souvenir. Le tournesol ne regarde pas vers l'avenir, il répète un passé inscrit dans sa chair. Et maintenant, assemblons tout. Car cette horloge n'est qu'une pièce d'un dessin plus vaste, et c'est en reliant toutes les merveilles de ce film qu'apparaît la vérité dernière. Pourquoi la poursuite du soleil chez le jeune plant? Pour capter le maximum de lumière pendant la croissance, grandir vite et haut, accumuler l'énergie. Pourquoi les feuilles immenses disposées en spirale pour ne pas se faire d'ombre? Pour intercepter jusqu'au dernier rayon disponible. Pourquoi la racine profonde? Pour puiser l'eau et tenir droit ce capteur solaire dressé vers le ciel. Pourquoi l'immobilité vers l'est à l'âge adulte? Pour réchauffer la tête au matin, attirer les abeilles, assurer les graines. Pourquoi l'angle d'or au cœur du disque? Pour loger le plus de graines possible sur la plus petite surface. Chaque merveille prise à part nous avait livré son secret. Ensemble, elles ne racontent qu'une seule histoire. Le tournesol tout entier est une machine à capter le soleil et à le convertir en graines. Voilà la révélation, la logique unique qui relie tous les fils. De la racine qui plonge à la feuille qui s'oriente, de la tête qui poursuit l'astre à la tête qui se fige au levant, de l'horloge qui bat dans le noir à la mathématique qui range les graines, rien n'est décoratif, rien n'est gratuit. Tout converge vers une seule fin, recueillir la lumière, la transformer en énergie, et couler cette énergie dans des milliers de graines, des milliers de vies futures. La beauté que nous admirons, ce visage doré qui a ému les peuples et inspiré les peintres, n'est que la face visible d'une efficacité implacable. Le tournesol n'a pas été conçu pour être beau. Il a été façonné pour capter le soleil mieux que quiconque, et sa beauté est le rayonnement de cette perfection. Il reste à dire ce que cette plante est devenue pour nous. Un peintre, il y a plus d'un siècle, a vu dans le tournesol l'incarnation même de la lumière et de la gratitude, et ses toiles dorées comptent aujourd'hui parmi les plus célèbres du monde. Depuis, la plante est devenue partout un symbole de joie, de fidélité, d'espérance, un emblème que l'on retrouve sur les tissus, les logos, les dessins d'enfants, chaque fois qu'il faut dire d'un seul trait le soleil et l'été. Et quand l'automne vient, quand les têtes sèchent et se penchent, une dernière générosité s'accomplit. Ces graines que les oiseaux pillaient, on peut choisir de les leur laisser. Une tête sèche accrochée à une branche devient, au cœur de l'hiver, une mangeoire vivante où se pressent les oiseaux affamés. Et ce que nous prenions pour un vol se révèle un échange, car en emportant ces graines, les oiseaux répandent la plante au loin. Jusqu'à la fin, jusque dans sa mort, le tournesol continue de nourrir et de se semer. Nous voici au bout du voyage. Nous avions devant nous une carte postale, une fleur jaune familière au point d'en devenir invisible. Nous y avons trouvé une foule de 1000 fleurs sous un masque, une équation vivante tracée sans le moindre calcul,
Une horloge qui bat dans l'obscurité, un pacte scellé avec les abeilles, une longue traversée des continents et des siècles, et jusqu'au pouvoir de boire le poison de la terre. Derrière la simplicité apparente se cachait l'une des mécaniques les plus élégantes du monde vivant. Le tournesol ne regarde pas le soleil par amour, ni par poésie. Il le capte, le transforme, le transmet, et dans ce geste répété depuis des millions d'années, tient tout le génie silencieux de la vie. Merci d'être resté jusqu'ici, jusqu'au bout de cette histoire dorée. Ici Augustin Delacroix, et si ce voyage au cœur du tournesol vous a émerveillé, laissez un pouce levé et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines plongées dans le règne silencieux des plantes. La nature garde encore d'innombrables secrets, et nous continuerons ensemble à les mettre en lumière.